Bonjour, est-ce que vous connaissez Adam Smith? Non. J'ai peut-être entendu parler, mais non. Bonjour, est-ce que vous avez entendu parler d'Adam Smith? Alors, non. Avez-vous déjà entendu parler d'Adam Smith? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Adam Smith? Oui. Vous en pensez quoi? Un économiste. Oui, c'est un économiste. Classique. La richesse des nations. Oui, la richesse des nations. Libéralisme, peut-être, Adam Smith. L'économiste ultralibéral dépend des peurs de l'ultralibéralisme, la conception qu'on en a. C'est la main invisible du marché, là, c'est ça? Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. C'est une interprétation. Ils n'ont pas lu ces livres, en fait, je crois. Disons que c'est pas trop ma tasse de thé. Il est mort depuis tellement longtemps, on ne peut pas lui en vouloir. Premier jour de l'enquête, Adam Smith à Toulouse. Une enquête que je n'imaginais pas faire voici simplement une semaine. Il a fallu une recherche sur Internet pour que je tombe par hasard, alors que je cherchais des choses sur l'écrivain d'origine irlandaise Sterne, qui est effectivement passé à Toulouse en 1762, pour que je découvre que Adam Smith est passé lui aussi à Toulouse. Sur Adam Smith, je ne sais pas grand-chose, juste un économiste écossais, libéral, fondateur du capitalisme, dont pas mal de mes amis déplorent les catastrophes actuelles. Et alors qu'il fut passé à Toulouse, bon, vraiment je ne le savais pas. Je me demande vraiment ce qu'il a pu y faire. Sterne s'est ennuyé à Toulouse, Stendhal plus tard s'est ennuyé à Toulouse, enfin Voltaire décrit Toulouse, mais de loin, comme une ville vraiment mortelle. Qu'est-ce que ce type est venu faire à Toulouse? Et je sens qu'il y a une piste là, qui me creuse. Je me demande vraiment ce que ce type est venu faire là, et moi j'ai envie de savoir ce que je fais à chercher Adam Smith. Pour moi, c'était le précurseur d'un tel, le précurseur d'un tel. Et je n'avais pas saisi que peut-être tout n'avait pas été découvert à la passée d'Adam Smith et que des pans entiers mériteraient d'être relus, d'être revus. Ah, c'est sûr que quand j'ai découvert ça, parce que j'ai découvert ça en arrivant à Toulouse il y a 26 ans, ça m'a ému en quelque sorte, parce que de voir que ce grand économiste, ce grand philosophe était à Toulouse, c'est quelque chose d'important évidemment pour les Toulousains, et très peu en ont conscience. Un grand économiste passe 18 mois à Toulouse, personne ne sait ce qu'il y a fait, donc c'est un défi d'essayer de retrouver les indices et de reconstituer finalement ce voyage. Donc Adam Smith, 5 juin 1723, 17 juillet 1790, est un philosophe économiste écossais des Lumières. Il reste dans l'histoire comme le père des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale, publiée en 1776, La richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Alors voyons ce qu'il y a sur le voyage en Europe, Toulouse. L'ouvrage de Smith, le traité des sentiments moraux, est remarqué par Charles Townshend. Townshend cherche un tuteur pour le fils aîné de son épouse qui, comme tous les jeunes aristocrates anglais de l'époque, doit faire un grand tour et propose à Smith d'accompagner celui-ci dans son périple. Smith et son élève quittent la Grande-Bretagne pour la France en 1764. Il reste 18 mois à Toulouse et entame la rédaction d'un traité d'économie. C'est donc La richesse des nations. Pas grand-chose d'autre sur Toulouse. Donc probablement, en arrivant à milieu d'après-midi, c'était l'heure à laquelle arrivait la poste de Paris. Ils se sont installés à l'hôtel et ensuite ils ont pris ou loué une maison. Notre hypothèse, c'est que Smith et le duc de Buccleuch ont repris la maison que Laurence Sterne venait de libérer quelques mois auparavant, c'est-à-dire
pas trop loin du Parlement et de l'université, et assez près de l'extérieur pour pouvoir chevaucher. On sait que le duc chevauchait. Sa mission, la mission de Smith pour ce voyage, la mission qui était affichée, c'était d'aider à compléter la formation du duc de Buccleuch par une visite de l'Europe, ce qu'ils appelaient le Grand Tour. Alors en général, ce grand tour, il passe par l'Italie. Essentiellement, on va visiter les grandes villes de l'Italie, la culture. On passe à Paris, éventuellement, on passe en Allemagne. Voilà. Bon, Toulouse, c'est un peu plus étonnant. Pour passer autant de temps à Toulouse, il faut qu'il y ait eu probablement un faisceau de raisons. Alors je vois qu'Adam Smith vient en France après la guerre de 7 ans qui a opposé la France et l'Angleterre, et que, évidemment, comme après bien des guerres, les deux pays sont exsangues. Et apparemment, ce qui aurait pu intéresser Adam Smith, c'est de voir que les Français rétablissent un peu mieux leurs finances que les Anglais. Ça, c'est une chose rare, mais je comprends que c'est plus intéressé. Smith était plus intéressé de montrer le fonctionnement du grand État rival de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la France. Il voulait expliquer au duc comment fonctionnait cet État. Peut-être lui-même, il voulait apprendre, par exemple, des mécanismes pour l'amortissement des dettes. C'était le but de ce voyage, qui était donc à la fois pédagogique vis-à-vis du duc de Buccleuch, et en même temps qui était un voyage de recherche et d'études pour Adam Smith lui-même. Alors, à mon avis, en 1764, il y a deux choses vraiment importantes qui sont comme opposées quand il arrive en France. D'une part, l'affaire de la bête du Gévaudan, dans le jeu des Gévaudan, qui est une affaire très importante, et d'autre part, la publication du dictionnaire philosophique portatif par Voltaire la même année. La bête du Gévaudan, c'est quelque chose comme un phénomène de presse. C'est-à-dire, on est juste après la guerre de 7 ans, il ne se passe plus grand-chose, il y a cependant beaucoup de journaux, et on va dire coup de chance pour la presse, il y a une espèce de gros loup qui mange un tas de gens du côté du Gévaudan en Lozère, et ça signifie qu'il y a une France extrêmement perdue dans les Cévennes, loin de toute civilisation, dans laquelle il y a les loups et tout ça, et cette France existe vraiment. Donc c'est une première France, et puis il y a une deuxième France, celle de Voltaire, avec le dictionnaire portatif. Voltaire est vivant, Rousseau est vivant, Diderot et d'Alembert sont vivants, l'encyclopédie n'est pas encore tout à fait finie dans sa publication. L'Église catholique, un peu sur la reculade partout, les abbayes se sont vidées. Donc la philosophie des Lumières s'est développée en France de manière très considérable. Elle va avoir un impact pour ce qui va suivre, qui va s'appeler la Révolution française. De ce point de vue, il n'est pas très étonnant qu'un brillant esprit écossais soit intéressé par voir ce qui se passe dans le pays où à ce moment-là ça se passe véritablement. Alors voilà donc la fameuse vue de Toulouse. En 1775, Adam Smith vient à Toulouse, il y passe 18 mois, il s'ennuie. Il en profite pour se documenter sur les activités économiques de la ville. La plus importante, c'est sans doute le canal du Midi. Il fait du canal du Midi, de sa réussite économique et sociale, une sorte de modèle théorique pour sa réflexion économique. Et on peut le soutenir à la vue du canal du Midi, qu'il commence à écrire La richesse des nations, traité d'économie qui marque l'histoire économique européenne, mondiale, peut-on dire, jusqu'à nos jours. Voilà, bienvenue. C'est la grande salle des archives. C'est impressionnant. Oui, c'est un beau décor. Et là-dedans, vous avez peut-être des choses alors sur le voyage d'Adam Smith à Toulouse, on ne sait jamais. Oui, mais alors on cherche une aiguille dans une botte de foin, là. C'est comme toujours aux archives. C'est vrai. Ah, venez. Ah, bien. Très gentil.
parmi les plans que l'on a conservés, vous avez ce type de plan, ce type de document très coloré. Celui-ci date des années 1760, justement, puisque au moment où Adam Smith passe sur le canal, il y a des projets pour isoler le croisement d'un torrent qui se trouve à côté de Béziers, qui s'appelle le Libron, avec le canal. Alors voici un des tableaux, le seul tableau qu'on ait de Pierre-Paul Riquet ici. Mais quel tableau! C'est un portrait peint autour de 1650. Le canal de Languedoc a coûté au roi de France et à la province au-delà de 13 millions de livres tournois. Quand ce grand ouvrage fut achevé, on trouva que le meilleur moyen de s'assurer qu'il serait toujours tenu en bon état de réparation, c'était de faire présent du droit à Riquet l'ingénieur, qui avait fait le plan et conduit les travaux. Le revenu de ce droit constitue aujourd'hui une fortune très considérable à différentes branches de la famille de cet artiste, qui ont, par conséquent, grand intérêt à tenir constamment cet ouvrage en bon état. Il a effectivement bien vu qu'il fallait des infrastructures. C'était très important déjà à l'époque d'avoir des routes, des canaux, des ports aussi, c'était très important à l'époque, mais aussi avec une gestion efficace. Et donc, il avait pensé que l'État devait contribuer au financement de ces infrastructures, mais d'un autre côté, il fallait aussi une gestion par le privé, et c'était le cas d'ailleurs par la famille Riquet en Occitanie. Il y a un actionnaire qui est un actionnaire d'une certaine manière unique et qui va donc avoir toutes les incitations pour s'occuper de maintenir le canal, de faire en sorte que les bateaux puissent passer, les marchandises puissent circuler. Et donc, je crois que c'est parce qu'il voit cette concentration du capital dans les mains d'une personne qu'il loue ce type d'organisation économique. Et il dit que c'est une des raisons pour lesquelles le mauvais entretien des routes par des fonctionnaires doit être contrasté avec le bon entretien du canal par un propriétaire qui est intéressé à ce que l'exploitation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est une idée qu'il a appliquée à beaucoup de choses. Par exemple, il a parlé de religion. Je me souviens d'avoir lu des choses où il parle des incitations des prêtres, par exemple. Et il disait que les prêtres devraient être payés par les fidèles parce que ça leur donnerait une incitation à mieux travailler pour leur Église. Alors que s'ils touchent simplement de l'argent de façon fixe, ils auraient beaucoup moins d'incitation. Il a appliqué ça aux professeurs à Oxford, puisqu'il a passé un peu de temps à Oxford après avoir étudié à Glasgow. Donc il était très moderne, puisqu'il introduisait déjà la théorie des incitations à l'époque, au XVIIIe siècle. Avis et messieurs les capitouls de la ville de Toulouse, c'est le plus admirable et le plus grand dessein qui se soit fait depuis le commencement du monde jusqu'à présent, pour la commodité et pour la facilité du commerce, par le moyen duquel la province du Languedoc et toute la France aura la fréquentation ordinaire des peuples de tout l'univers, et ce canal nous rendra voisins des provinces les plus éloignées. C'est pour moi assez émouvant d'être là entouré par toutes les archives sur plusieurs siècles du canal du Midi, d'avoir des portraits, des bustes, des papiers, des poussières, et de supposer que si Adam Smith n'est pas venu ici, bien entendu, ses yeux ont pu caresser les lignes que je regarde moi-même aujourd'hui, 3 siècles après leur écriture, et qu'il a pu penser ces chiffres qui, quant à moi, me font rêver. Smith, c'est le père fondateur du libéralisme économique, incontestablement. C'est un courant qui se développe à ce moment-là, et Smith est un des auteurs importants de ce courant.
Bernard de Mandeville, lance la fable des abeilles, ça fait environ 50 ans avant Adam Smith. Le message est très clair, les vices privés font la prospérité publique. Donc il oppose la ruche vicieuse, où tout le monde travaille, recherche, se massacre, tout, etc. Et c'est très effervescent, ça produit énormément. Et puis la ruche vertueuse, c'est l'austérité, personne ne consomme, donc on ne produit pas, c'est la crise, c'est l'effondrement complet. Mais si on vit vraiment selon la morale, eh bien, il n'y a pas de richesse des nations. C'est l'austérité totale, la pauvreté, etc. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs propres intérêts. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Chaque individu est conduit par une main invisible à remplir une fin qui ne rentre nullement dans ses intentions. Et c'est tout en ne cherchant que son intérêt personnel qu'il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Alors, la main invisible, c'est de la métaphysique. D'ailleurs, il a trouvé l'origine du terme dans un texte de Cicéron sur la Providence, etc. C'est la main invisible de Jupiter, dans le texte de Cicéron. Il le reprend dans son traité d'astronomie, d'ailleurs, où il parle de la main invisible de Jupiter, qui se formule sur l'harmonie naturelle des intérêts. C'est le fameux apologue du boucher, du boulanger et du brasseur. Donc, ce n'est pas de la bienveillance de mon boucher, de mon brasseur et de mon boulanger que je dois de faire un bon repas, c'est en m'adressant à leur self-love, c'est-à-dire on traduit souvent leur intérêt personnel, leur égoïsme, leur souci d'eux-mêmes, enfin bref, c'est pas de la charité, c'est du business. Il vaut mieux que quand on fait du business, on ne s'occupe pas de charité, de bienfaits comme faisaient les catholiques et tout ça. Non. Le business, c'est le business, et le business of business, c'est de faire du business. Donc l'idée de la main invisible, c'est que si vous avez une économie concurrentielle, des industries concurrentielles, les producteurs vont finalement être obligés de tarifer très proche de leur coût marginal parce qu'ils ne peuvent pas mettre des marges très fortes du fait de la concurrence avec les autres entreprises. Et à partir de ce moment-là, les consommateurs vont payer le vrai coût des biens et services qu'ils achètent. Et donc, Adam Smith a compris à ce moment-là que l'allocation des ressources serait efficace dans une économie concurrentielle. C'est vraiment l'affirmation centrale du dogmatisme libéral et même maintenant ultralibéral. Voilà. Donc ça, les Américains l'ont très bien compris. C'est bien qu'au vote pour les Français d'en faire l'inventeur du capitalisme, parce qu'effectivement, nous, on a plutôt envie d'être les inventeurs du socialisme, des idées de gauche, etc. Mais bon, bien sûr, Adam Smith, comme tous ces gens au XVIIIe siècle, ne sont pas strictement les inventeurs du capitalisme. On peut même dire d'ailleurs que les idées de Luther et de Calvin, les idées de la Réforme, sont très largement à l'origine d'un certain nombre des idées du capitalisme. Il est évident que depuis la Réforme, à travers l'Europe, et en particulier à travers l'Europe du Nord, se mettent en place un certain nombre d'idées qui favorisent la valeur travail, qui favorisent l'échange monétaire, qui favorisent peu à peu le système des sociétés par action et autres, mais ni Voltaire, ni Rousseau, ni Luther, ni Calvin, ni Adam Smith, ni Montesquieu, ni tel ou tel autre, ne sont strictement l'inventeur du capitalisme. D'accord, là c'est fin XVIIIe siècle, ça c'est le Toulouse qu'a dû connaître à peu près Adam Smith. Tiens, là il y a un truc qui ressemble à Riquet. Et surtout là,
Saint-Martin, patron des moulins du Bazacle. Alors c'est à la fois une société par action et c'est quelque chose qui est protégé par Saint-Martin, Saint-Martin de Tours. Voilà, dans l'article moulin de l'encyclopédie, les moulins du Bazacle. On trouve au Bazacle à Toulouse des moulins de cette espèce qui font ce qu'il y a de mieux imaginé et de plus simple jusqu'à présent. Il y a au moulin du Bazacle 16 meules de front placées, etc. Il les a forcément vus. Il a forcément mangé du pain dont la farine avait été moulue au moulin du Bazacle. Oui, c'était connu depuis le Moyen-Âge. Beaucoup de voyageurs en parlent. C'était très bruyant, donc ça caractérisait beaucoup la ville, puisqu'on entendait la meunerie, les moulins dans toute la ville. Des auteurs aussi surprenants que Nostradamus en parlent. Donc il y a un paradoxe, puisque Smith n'en parle que peut-être indirectement. Alors ce paradoxe s'explique par la façon suivante. Les moulins sont une société par action et Smith est farouchement contre les sociétés par action. La majeure partie des propriétaires d'une société par action a rarement la prétention de rien entendre aux affaires de la compagnie. Mais, bien plutôt, quand l'esprit de faction ne vient pas régner entre eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de se donner aucun souci là-dessus et de toucher seulement l'année ou les 6 mois de dividendes tels que la direction juge à propos de leur donner et dont ils se tiennent toujours contents. L'avantage de se trouver absolument délivré de tout embarras et de tout risque, au-delà d'une somme limitée, encourage beaucoup de gens à prendre part au jeu des compagnies par action. Il insiste sur le fait que les sociétés par action ne sont certainement pas des outils, ne sont pas la panacée de l'instrument économique, pour 2 raisons. La première, c'est que justement, il y a de la responsabilité limitée. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous avez une société par action qui est détenue par un grand nombre d'investisseurs et que le management de l'entreprise est réalisé par des professionnels qui ne sont pas eux-mêmes actionnaires, et donc on peut penser que les managers ne vont pas porter autant d'attention à l'entreprise que si c'était une entreprise dans laquelle ils avaient eux-mêmes investi et dans laquelle ils risquaient eux-mêmes de perdre une partie de leur investissement. L'expansion européenne et l'expansion capitaliste aussi s'est faite par les grandes compagnies des Indes. Il fallait réunir d'énormes capitaux et c'était organisé sous forme de société par action. Une des raisons de la condamnation de Smith, outre le fait que souvent c'est mal géré, c'est le fait que ces compagnies souvent exigeaient des monopoles. Et pour Smith, le monopole, c'est vraiment quelque chose qui nuit à la dynamique économique parce que ça interdit la concurrence, ça interdit l'innovation créatrice. Donc, une condamnation sans appel. Capitalisme, libéralisme, Adam Smithisme. Bon, Adam Smith, visiblement, c'est pas un de ces ismes. Adam Smith n'est pas le capitalisme, n'est pas le libéralisme. Ça, je finis par comprendre ça. C'est plus compliqué que je croyais que c'était avant de commencer cette enquête. Monsieur de Montalière, bonjour. Heureux de vous voir chez vous. Regardez, cravate. Dans votre recherche, vous n'aurez pas tout perdu ici à Bazacle. Voilà, cravate. Alors c'est extraordinaire. Voilà. La cravate Adam Smith. Alors, c'est la cravate de Adam Smith Institute à Londres. Bon, il y a une question qui m'intéresse et que je voudrais vous poser vraiment, c'est j'ai l'impression qu'Adam Smith, il y a une ambiguïté à l'égard de son libéralisme.
Parce qu'effectivement, on dit assez souvent, voilà le penseur libéral par excellence, très bien, un peu américain, tout cela. Et puis d'autre part, c'est quand même une des sources de Marx. Et quand on lit son œuvre, on n'est pas du tout sûr qu'Adam Smith soit un partisan de Reagan, de Madelin ou de gens comme ça, si on peut faire des anachronismes. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce libéralisme d'Adam Smith? Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de malentendu? C'est pas, si vous voulez, ça fait partie des libéraux. C'est la première génération de libéraux qui étaient des utilitaristes. Ils sont libéraux quand ça marche. Adam Smith, libéral d'une main, invisible, étatiste de l'autre. Adam Smith, le père de la main invisible, n'est que très partiellement libéral. Explication de ce qui est libéral et de ce qui ne l'est pas chez l'auteur de La richesse des nations. Oui, l'économiste libéral français, Courcelles-Seneuil, 1813-1892, fait remarquer dans une notice sur la vie et l'œuvre d'Adam Smith qu'Adam Smith a rendu un fier service aux socialistes en attribuant toute la valeur au travail. Citation, « Il a énoncé une proposition chère aux socialistes lorsqu'il a dit que le travail constituait la valeur réelle de toutes les marchandises sans avoir montré d'autre travail que celui des bras. » De fait, Adam Smith est assez loin de l'image du pur libéral qu'on lui attribue volontiers. S'il se montre parfois méfiant à l'égard de l'État, il redoute encore plus la domination possible des grandes entreprises. Pour lui, nombre d'activités telles que la poste, les ponts, la navigation doivent échapper à l'initiative individuelle et s'en remettre à un service public. Et donc, finalement, Adam Smith n'est pas libertarien comme vous? Ah non, pas du tout. Voilà, c'est un anti-libertarien. C'est ça. Le cardinal de Lubac disait qu'il y a des gens qui disent que 2 et 2 font 4. Il y en a d'autres qui disent que 2 et 2 font 5. Et il dit, moi je ne sais pas qui a raison. La seule chose que je sais, c'est qu'ont toujours tort ceux qui disent que 2 et 2 font 4,5. Et Adam Smith, pour moi, c'est quelqu'un qui dit que 2 et 2 font 4,5. On ne sait pas très bien, c'est ça qui m'intéresse, pourquoi il est venu à Toulouse plutôt qu'à Lyon, plutôt qu'à Paris. Il était à Paris après. Qu'est-ce qu'il vient faire à Toulouse? Moi, ça ne m'étonne pas qu'il ait été à Toulouse parce que le Languedoc était considéré comme exemplaire. L'administration du Languedoc était considérée comme, dans toute l'Europe comme exemplaire. Exemplaire. Et ça pouvait intéresser les Corses parce que c'était à la fois une province quasi très autonome au sein d'un royaume. Et c'était de la taille de la Belgique, si vous voulez, hein. Et c'était réputé pour ça. Oui, on dit que les États du Languedoc à Montpellier étaient parfaitement administrés. Ah, parfaitement administrés. Je suis parti depuis 2 jours de Toulouse, je marche. Je suis l'itinéraire que très certainement Adam Smith a suivi en barque en 4 ou 5 jours de Toulouse à Montpellier. Adam Smith est allé à Montpellier en novembre 1764 pour assister aux États du Languedoc. Moi j'ai vraiment envie de faire le même chemin, un peu au même rythme, je serai plus long que lui, mais bon c'est un peu comparable. Et là-bas en plus à Montpellier je vais retrouver mes amis écossais, Grant et sa famille, et là on va se mettre en écossais et en français sur les traces d'Adam Smith pour essayer d'aller voir les États du Languedoc et tout ce qu'on peut trouver comme traces ou non traces d'Adam Smith là-bas. Nous avons une configuration entre Toulouse et Montpellier dans la région Occitanie qui rappelle beaucoup celle qui existait au temps de Smith. L'intendant était à Montpellier, les États se réunissaient à partir de 1736 à Montpellier, tandis que le Parlement et le gouverneur militaire étaient à Toulouse. Donc on avait une région qui était bicéphale, comme nous avons aujourd'hui. Grant, c'est moi. Grant, comment tu dis en anglais La richesse des nations? Quel est le titre?
The Wealth of Nations. D'accord. Et ce livre, tu l'as vu passer en vente? Tu l'as Non, acheté? enfin en vente, oui, mais je l'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté rien de Adam Smith. Mais j'ai d'autres livres de cette époque. Enfin, ça c'est du baron Holbach, le chrétianisme Holbach, très bien. dévoilé. Ça c'est de Voltaire. Ça c'est un livre de Voltaire de cette époque. Parce que c'est en 65 à peu près que Adam Smith a dû rencontrer Holbach. Et d'après ce que j'ai lu, Holbach et ses copains ont été assez fascinés par l'arrivée d'Adam Smith pour un truc assez rigolo. Apparemment, Adam Smith avait attrapé l'accent de Toulouse avec quelques mots d'occitan. Donc il parlait un français d'écossais avec l'accent de Toulouse, avec je sais pas quoi, des putains de cons au milieu. Je sais pas ce qu'il disait, on peut pas l'imaginer. Mais c'était un accent d'écossais avec du montpelliérain, avec du languedocien, avec de l'occitan. Oui. Et visiblement, ça faisait rire. C'était pas mal, quoi. Donc là, tu cherches... oui, on cherche les lettres. On cherche les lettres. Adam Smith, Toulouse. 5th of July 1764. Donc c'est la lettre qu'il a écrit à David Hume le 21 octobre 1764. My dear Hume, when Mr. Scott joins us, we propose to go see the meeting of the States of the Languedoc at Montpellier. Could you promise us recommendations to the Comte Du, to the Archbishop of Narbonne, and to the Intendant? These expeditions, I find, are of the greatest service to my Lord. I am ever, my dear friend, most faithfully yours, Adam Smith. Donc c'est là-haut. C'est ce bâtiment-là, voilà. C'est juste là. Les États du Languedoc sont intéressants pour Smith sous plusieurs aspects. Il y a un aspect un peu politique, hein. Probablement quand il parle des nations, c'est la richesse des nations. Et probablement pour lui, l'Écosse, le Languedoc sont des nations. Effectivement, on peut penser que l'Écosse, en tant qu'entité un petit peu indépendante du royaume d'Angleterre, pouvait s'inspirer de la manière dont les États du Languedoc étaient gérés par rapport au royaume de France. Bon, voilà Yves, on est sur la place Jean Jaurès à Montpellier. Donc c'est vraiment la place Jean Jaurès où étaient, d'accord, les États généraux du Languedoc en 64. Quand Adam Smith vient, il n'en reste pas grand-chose. Une façade, la corderie qui court, bon, pas grand-chose. Alors, les institutions languedociennes sont un petit peu particulières. C'est un anachronisme au regard de l'évolution de la monarchie absolue. C'est-à-dire que, comme la Bretagne, par exemple, on a gardé des institutions représentatives avec les États de Languedoc. Sous les États de Languedoc, on a gardé des assemblées diocésaines. Alors, ça n'a rien de religieux, ce sont simplement des sortes de petites assemblées régionales qui sont des micro-États. Donc il y a tout un système représentatif dans cette province-là qui participe des privilèges et de l'identité de cette province. Et il est donc très probable que c'est ce qui a attiré l'attention d'Adam Smith. Chaque ordre, donc le clergé, la noblesse et le tiers-état, désignent des représentants, et ce sont ces représentants qui votent l'impôt. Je pense que ce qui l'a intéressé le plus et sur lequel il insiste beaucoup, c'est la façon dont l'impôt est réparti. Donc, les États du Languedoc avaient un cadastre qui était très bien tenu. Dans ces endroits où on a conservé la possibilité de taxer les gens en fonction de la richesse foncière, eh bien, on va s'employer à détailler précisément le patrimoine de chacun des individus. Donc, c'était un système dans lequel on pouvait dire que l'impôt était relativement réparti de façon équitable. Adam Smith would be amazed if he arrived in Montpellier today. It's grown hugely. When he came, there must have been a very, very small population, perhaps only around 20,000 or so. Yes. And today, of course, it's a big city of well over 400 people. But the centre of the city is basically the same, so he might still feel quite at home.
I learnt about Adam Smith when I was at school as a young boy. And just the basics, that he was the founder of a new philosophy on national economics, which basically was, he based the wealth of a country and a people by its labor, not by the wealth of the wealthy who made money out of money, but the wealth coming from the land, from production. And funny enough, the same basis remains today. The world has changed enormously, of course, and wealth comes from areas that he could never dream of. If we're talking about high tech, the modern world. But basically the countries still survive on the labor force, for food, for all the basics. But it's just so different. So I wonder what he would think about it. And would it change any of his philosophies? I doubt it. Tous ces hommes du XVIIIe siècle des Lumières, physiocrates, et d'ailleurs le mot physiocrate lui-même le dit, ils étaient des admirateurs de la mécanique rationnelle de Newton. Donc, ils disaient, mais quand est-ce que va venir le Newton du social? Il nous faut un Newton du social qui analyse la réalité sociale comme une mécanique, hein, on est toujours dans le paradigme de l'homme-machine de Descartes, etc., qui nous trouve la loi de la gravité du social. Alors la loi de la gravité du social, c'est la recherche de l'intérêt. Smith, après d'autres, le trouvent. Et donc il a une vision de l'économie comme une mécanique rationnelle. Mécanique rationnelle qui obéit à une logique mathématique, hein, qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que dans la vie réelle, on n'est pas dans la logique de la mécanique rationnelle où les lois sont réversibles. La vie économique concrète se déroule sur une planète limitée qui obéit à des lois, en particulier les lois de la thermodynamique, et plus particulièrement la seconde loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie, qui nous apprend ce qu'ignorent les économistes, c'est quand on a brûlé 30 litres de pétrole dans sa voiture, eh bien, les molécules existent encore dans l'atmosphère, mais on ne peut plus les remettre pour faire fonctionner la voiture. Donc, ce n'est pas réversible, hein. La planète est en train d'être détruite par l'économie. Du temps d'Adam Smith, on pensait que la nature était illimitée, donc ça ne posait pas de problème. Avenue Alfred Sauvy, on est là. Ah, voilà impasse Adam Smith, on y est là. On y est là, ce coup-ci, c'est bon. Impasse Adam Smith, Montpellier. La photo. On y va. On n'est pas là pour rien. Toi qui aimes les livres, moi aussi, je suis venu là à cause de ce livre. Impasse Adam Smith. Michéa, c'est un philosophe anticapitaliste, on peut dire, de Montpellier. Je connais bien. Impasse Adam Smith, c'est un livre qui dénonce évidemment le capitalisme. Et on est là. Et je crois qu'en France, c'est la seule rue consacrée à Adam Smith. Il n'y a pas une avenue, il n'y a pas une place, il n'y a pas un boulevard, il n'y a rien. Il y a juste une impasse Adam Smith. Alors évidemment, Michéa joue là-dessus, évidemment. Hein. L'impasse Adam Smith, on est bloqué. Et puis c'est un endroit incroyable. Ouais. Il y a l'aéroport là au bout, il y a des immeubles invraisemblables, il y a Capifrance là-bas, il y a IDEC recrute, on ne sait pas où on est, il y a des impasses, des chantiers. C'est le triomphe du capitalisme, tel que le dénonce Michéa. Et peut-être que dans ses plus mauvais rêves, Adam Smith l'a rêvé ou pas, toi. Ouais. Tu connaissais pas ça? Je connaissais pas. Ça n'existait pas en fait. Je suis passé il y a quelques mois et il n'y avait pas tout ça.
Par son tempérament, Adam Smith est certainement le contraire d'un esprit utopique. Son œuvre est même si étrangère à tout esprit de système qu'elle abonde en contradictions qu'il ne songe jamais à résoudre. Jusqu'à sa mort, par exemple, il laissera rééditer sa théorie des sentiments moraux alors qu'elle contient des développements à peu près impossibles à concilier avec sa richesse des nations. Et dans ce dernier ouvrage, il confie tranquillement à l'État des prérogatives économiques totalement incompatibles avec sa propre théorie. Voilà les contradictions d'Adam Smith par Michéa. C'est radical. Il y a deux Adam Smith. D'ailleurs, les Allemands ont très bien senti le problème. Ça s'appelle Das Adam Smith Problem. Bon, j'avais écrit un texte sur Dr Adam et Mr Smith. Il y a le bon Dr Adam, qui est basé sur la sympathie, qui a toutes sortes de choses. Il est évident que le Dr Adam serait horrifié s'il voyait le monde actuel et voyait ce qui est devenu le libéralisme économique. C'était pas du tout comme ça qu'il voyait les choses. Il est dans un monde qui est encore dominé par le mercantilisme et l'interventionnisme d'État pesant, etc. Donc il pense qu'introduire un peu de concurrence là-dedans, ça ferait pas de mal, mais il ne pense pas du tout à une société de marché. Avant d'avoir publié La richesse des nations, il a aussi publié un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, où il était un peu un précurseur aussi de toute la psychologie moderne, où il traitait de problèmes tels que la procrastination, le manque de volonté, l'image de soi, l'empathie, les comportements prosociaux. Donc tout ça préfigurait d'une certaine manière des choses qui sont devenues très importantes d'abord en psychologie, puis aujourd'hui en économie aussi, puisqu'on travaille beaucoup sur tous ces sujets aujourd'hui en économie. Encore à la fin, au moment de mourir, il préparait la 6e ou 7e édition de la théorie des sentiments moraux, qui était pour lui la base de sa philosophie. On lui aurait dit qu'il était un économiste. Non, il a dit non, moi, Quesnay était un économiste, mais lui il se considérait quand même comme un moraliste. Dans la dernière édition de la théorie des sentiments moraux, il y a une note qu'il a insérée sur l'affaire Calas, qui nous montre que jusqu'à la fin de sa vie, cette affaire Calas l'a intéressé. L'affaire Calas. Résidait au numéro 50 de la rue des Filatiers, le marchand d'étoffes Jean Calas, de religion protestante, fut accusé le 13 octobre 1761 d'avoir étranglé son fils cadet, Marc-Antoine, pour l'empêcher, prétendit-on, de se convertir au catholicisme. Après enquête, le Parlement de Toulouse condamna Jean Calas à mort, malgré ses protestations d'innocence, jusqu'au dernier moment. Il fut torturé, roué et brûlé place Saint-Georges en mars 1762. Salut, bonjour. Eh ben, très bien. Tu t'imagines que Marc-Antoine descend l'escalier après le dîner, il va rentrer à cet endroit-là où se trouvait une porte autrefois pour aller dans l'arrière-boutique, et c'est là où on va le retrouver pendu entre les battants de la porte qui faisait communiquer l'arrière-boutique et la boutique, parce que la boutique fait 14 mètres de long, donc il y avait une cloison intermédiaire avec une porte à double battant. Il va profiter des doubles battants pour mettre le billot de bois sur lequel il va se pendre. À Toulouse, il faut s'imaginer que la grande majorité des Toulousains sont convaincus de la culpabilité de la famille Calas et de Jean Calas. Les étrangers qui ont entendu parler de l'affaire à Paris ou dans les capitales étrangères, qui ont lu des textes de Voltaire, viennent par curiosité. Les protestants très discrets, toujours à Toulouse, viennent aussi pour voir un petit peu là où ça s'est passé. Donc nous savons que Smith s'y est intéressé parce qu'il a rapporté en Écosse
de très nombreux ouvrages consacrés à l'affaire Calas qu'il n'a pu trouver qu'à Toulouse. Voilà, donc là il y avait la cuisine, Oui, la salle à manger, d'accord. et dans le fond il y avait le salon et la grande chambre des parents Calas, puisque les enfants habitaient au second étage. Il faut s'imaginer qu'ils ont pris leur dîner dans ce qui est aujourd'hui ma chambre, et ils sont venus ensuite dans cette pièce où ils ont discuté jusqu'à 9h30 avant que Marc-Antoine soit découvert en bas. La famille, le père, la mère. Adam Smith arrive en France. L'affaire Calas, d'une certaine manière, est terminée du point de vue de Calas lui-même, puisqu'il a été exécuté 2 ou 3 ans plus tôt à Toulouse. Mais l'affaire Calas bat son plein d'un autre point de vue, puisque Voltaire est en train de relancer effectivement l'affaire Calas en faisant une affaire européenne, en protestant contre l'injustice qui a été faite à ce protestant qui a été condamné à mort pour un meurtre qu'il a très probablement pas commis. Et donc, grande colère de Voltaire contre cette ville d'église, de moines, de monicules, de gens attardés, anti-esprit des Lumières, qui est la ville de Toulouse. Voilà, donc les choses n'ont pas changé depuis l'époque. La maison en face était déjà là. Elle a sûrement vu tout l'attroupement qui s'est fait lorsque la famille est descendue pour retrouver le cadavre de leur fils. Ils ont crié « Mon Dieu, on a tué mon fils !» Et ça a fait du bruit, les voisins se sont mis aux fenêtres. C'est 10h du soir, donc la rue est silencieuse. C'est assez émouvant d'ailleurs de voir que ce lieu de mémoire attire et marque encore les gens, a encore ce rôle à la fois pédagogique et émotionnel d'un endroit qui est important dans notre sens de la tolérance et de la liberté, quoi. Bien sûr. Voilà. Salut. Bonjour. Alors on comprend bien qu'Adam Smith, esprit moderne, se soit intéressé à tous les aspects de l'affaire Calas. À la fois l'aspect religieux, il y a d'autre part l'affaire d'un individu, parce que c'est à la fois un basculement dans la sensibilité. On s'intéresse au sort d'un pauvre type, et là, bon, on va dire, c'est le rousseauisme, c'est la philosophie des Lumières dans sa généralité. Et puis, il y a l'affaire politique, de communication, qui devait intéresser Adam Smith parce que c'est une affaire moderne. Smith se met dans la tête de Calas au moment de son exécution. Smith pense que Calas peut être tourmenté par l'idée que la postérité pourrait le juger coupable. On peut penser que c'est en relation avec son souci de ne laisser à la postérité que l'image qu'il a choisi de donner de lui-même. Alors, on sait que Smith a tenu, peu avant sa mort, à faire brûler tous ses papiers personnels. Le jugement de la postérité était très important et il ne voulait pas laisser des choses dont il aurait pensé qu'elles pouvaient nuire à son image. Je pense qu'Adam Smith a été de ces hommes qui ont voulu laisser une œuvre, mettre en avant l'œuvre et disparaître derrière. Et Smith tenait tellement à ces 2 œuvres, et à ce qu'on n'oublie pas la première au profit de la seconde, qu'il a fait graver les titres de ces œuvres sur sa pierre tombale. Adam Smith est devenu un symbole, la métaphore, le porte-drapeau du libéralisme, de l'ultralibéralisme. Il y a même à Londres une société qui distribue des cravates Adam Smith, qui est cette société libertarienne. Ce sont là les ultralibéraux, mais il n'est pas du tout certain que Adam Smith voudrait faire partie de la société qui distribue les cravates qu'il représente. Donc, quelque part, Adam Smith est trahi par l'effet même de son succès. C'est pas le seul. Marx a été certainement trahi largement par les marxistes, certainement De Gaulle par les gaullistes, Balzac par les balsaciens, qui ont vu dans Balzac autre chose que ce que sans doute Balzac voulait. Certains pourront dire que le Christ, Bouddha et bien d'autres ont été trahis par leur succès même. Les églises ne sont pas toujours si chrétiennes que cela. Et Adam Smith est donc un exemple particulièrement significatif, particulièrement intéressant, du succès qui assure la gloire absolue d'un nom et la perte presque totale des idées, en tout cas dans la sphère commune.
En lisant, disons, l'œuvre d'Adam Smith, peut-être en papillonnant dans cette œuvre gigantesque, ce dont on se rend compte, c'est l'intuition profonde et tellement puissante de ce philosophe, en fait. Maintenant, dans un monde globalisé, ce qui prime, c'est l'économie mathématique totale, effectivement. Monde où domine même maintenant, c'est la recherche des algorithmes. Alors là, le triomphe de l'algorithme sur la réalité. J'ai un collègue de Harvard qui dit on fait des mathématiques non pas parce qu'on est intelligent, mais parce qu'on n'est pas assez intelligent. Parce qu'on ne sait pas en fait conduire un raisonnement logique jusqu'au bout dès qu'il est un peu complexe. Après, ce qui est important, ce sont les idées. Et les idées, évidemment, depuis 20-30 ans, on essaie de les piocher au-delà de l'économie, dans les sciences humaines et sociales, et c'est vraiment très très important d'utiliser les savoirs en psychologie, en sociologie, en sciences politiques, en droit, en histoire. Quel meilleur exemple finalement qu'Adam Smith, puisque lui, c'était un philosophe, c'était un psychologue, c'était un économiste. Cette histoire d'Adam Smith à Toulouse, c'est vraiment de la petite histoire. Un bonhomme, un jeune duc aussi, qui viennent pendant quelques mois dans une ville, à Toulouse. Petite histoire, on pourrait se dire, c'est plus intéressant de regarder la grande histoire, les grandes batailles, les rois, les princes, les marguerites. Mais en même temps, cette petite histoire, c'est un presque rien, qui contient presque tout. C'est un concentrateur historique, comme d'ailleurs peut-être ma vie pourrait être un concentrateur historique, ou la vie de n'importe qui. Donc ça m'intéresse. C'est un déploiement poétique possible. L'infini dans le fini. La richesse des nations dans presque rien. Alors, il est le premier économiste et le premier anti-économiste. Il dit l'argent, c'est un bien commun, ça sert pour échanger les marchandises, mais ça peut se corrompre si il est dénaturé et qu'au lieu de servir d'intermédiaire des échanges, il devient un but en soi. Au lieu d'être un instrument, il devient un but en soi. Faire de l'argent avec de l'argent. Et donc, il anticipe déjà le secret du capitalisme, faire de l'argent avec de l'argent. Eh bien là, on sort de l'économie et on est dans la crématistique. Et là, on est dans l'hubris, c'est-à-dire ce qui, pour les Grecs, est abominable, la démesure. Alors je vais arrêter là. Non pas parce que je ne pourrais pas continuer. Il y a tellement de choses à découvrir sur Toulouse, sur le XVIIIe siècle, sur Adam Smith, mais parce que il faut se laisser porter, mais il faut aussi arrêter à un certain moment avec la main invisible de l'aventure.